place à l'invité de Paris Direct aujourd'hui. Et cet invité, c'est vous, Alice Nkom. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de me permettre de revenir dans cette belle maison. Mais écoutez, vous êtes toujours la bienvenue. De très bons moments. Alors, vous êtes camerounaise, avocate, défenseur des droits de l'homme et des minorités sexuelles. Votre travail a été récompensé à de nombreuses reprises, notamment par le Grand Prix Amnesty International des droits de l'homme, c'était en 2013. On vous avait reçu d'ailleurs à cette occasion. Et la raison pour laquelle on vous reçoit aujourd'hui, c'est que c'est la journée internationale contre l'homophobie, mais aussi la transphobie. Dans 3 heures, à l'Assemblée nationale, vous allez recevoir avec votre confrère tunisien Mounir Batoum le prix IDAO pour la liberté, du nom de cette journée internationale. Et puis ensuite, dans l'après-midi, vous allez décerner cette fois un prix, le prix international de la ville de Paris, le premier pour le droit des personnes LGBT. Voilà pour ces présentations. Avant de voir ces différents dossiers, une question peut-être un peu personnelle. Pourquoi ce combat? Pourquoi votre combat en faveur des minorités sexuelles? Parce que c'est un combat qui devait être mené. Parce qu'il n'est pas concevable qu'une partie de la population camerounaise subisse un véritable apartheid. C'est-à-dire que l'État, une discrimination d'État, avec toutes ses forces, avec la justice, avec le législateur, avec la prison. Parce que justement, malheureusement, le Cameroun fait partie des 74 pays qui, aujourd'hui, pénalisent les relations entre adultes consentants et de même sexe. Alors, on ne pouvait pas continuer à fermer les yeux parce que c'est la pure hypocrisie. Fermer les yeux sur un phénomène qui faisait beaucoup de mal, beaucoup de tort, parce qu'il y a beaucoup de suicides aussi. Il y a ce refus aussi du fait qu'on est homosexuel, qu'on est soi-même une infraction, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas ne pas savoir que ça les prive de leur droit à la liberté et leur droit à la santé et forcément de leur droit à la vie. Ce sont quand même des droits fondamentaux. Parce qu'aujourd'hui, le phénomène du sida, par exemple, chez nous, si vous avez un taux national de 3% de contaminés, dans la famille LGBT, vous en avez plus de 24%. C'est quand même un phénomène qui devrait interpeller. Et vous savez tous que les droits de l'homme, on l'a dit, et la Déclaration universelle est là pour le confirmer, et elle se trouve aussi dans la Constitution du Cameroun, les droits de l'homme sont indivisibles et universels. On est loin de là. Alors, le Cameroun très loin. Interdit l'homosexualité, c'est pas le seul pays au monde, vous avez punit l'homosexualité, oui. Il y en a plus d'une soixantaine, il y en a même une dizaine qui le punissent de mort. On encourt la peine capitale dans une dizaine de pays à travers le monde lorsqu'on est homosexuel. Oui, c'est cela. Quels sont ces pays? Eh bien, il y en a beaucoup. Autour de nous, il y a le Tchad, et autour de nous, il y a le Congo. Il y a autour de nous, en Afrique, hein, il y a le Nigeria, il y a le Sénégal. Le Sénégal. Oui, et même puis, le Sénégal. Alors, il y a la peine de mort et puis il y a les meurtres, il y a les agressions. Et là, loin des clichés, on parle des pays en voie de développement. Et attention, dans les pays occidentaux aussi, la situation empire. On l'a vu tout à l'heure dans le Focus, les agressions sont en forte hausse en France. Et aux États-Unis, les meurtres de personnes homosexuelles augmentent aussi. Comment vous l'expliquez? Parce que ce sont des pays qui ont adopté le mariage pour personnes homosexuelles, par exemple. Oui, mais on pourrait dire que c'est mieux accepté dans les mœurs. Oui, non, mais la différence, c'est que la France ne pénalise pas. Même si ici, on a vu cette ruée vers la rue pour interdire le mariage homosexuel, pour s'ériger contre. Mais vous avez bien vu que derrière tout ça, il y a les religions. Et aujourd'hui, les religions prennent une importance capitale dans la vie sociale des pays, notamment dans les pays où les droits de l'homme sont en net recul et dans les pays où sévit la pauvreté. Parce que dans mon pays, par exemple, le président de la République a pris position lorsque les journalistes se sont mis à indexer les homosexuels du pays, mais qui se trouvaient dans la haute sphère politico-administrative du pays, il est intervenu pour dire, attendez, messieurs les journalistes, votre liberté d'informer s'arrête là où commence la vie privée, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Cela n'a pas empêché... Parce que là, il y avait des listes qui étaient diffusées dans la presse. Oui, tout le temps, des listes de 50 personnes. On appelait ça le phénomène des top 50. Et lorsque le lendemain, son ministre de la Justice a procédé à des multitudes d'arrestations, et ça n'a pas arrêté jusqu'aujourd'hui. Et lui-même a reconfirmé la présence de la nouvelle loi portant code pénal en 2016. On a retrouvé l'article 347, non plus bis, mais
mais qui est exactement le même contenu que l'ancien, et qui maintient les peines d'emprisonnement qui vont de 6 mois à 5 ans pour des personnes qui ont une relation sexuelle avec une personne de même sexe. Mais en même temps, je voudrais qu'on sache que c'est le miroir d'un pays qui n'est pas du tout un état de droit et qui ne veut pas devenir un état de droit. Parce que tel que le texte est libellé, on ne peut même pas arrêter quelqu'un pour homosexualité. Comment voulez-vous qu'un juge normal puisse condamner un individu pour homosexualité alors que le texte dit celui qui a une relation sexuelle avec une personne de même sexe? Alors pourquoi est-ce que le juge ne s'empresse pas de demander où est la deuxième personne, de façon à ce qu'il puisse identifier au moins qu'ils sont de même sexe? Alors voilà, pour le Cameroun, une petite précision concernant le Sénégal. Il n'y a pas de peine de mort contre les personnes homosexuelles au Sénégal. Il y a des peines d'emprisonnement. Voilà, c'est pénalisé, mais il n'y a pas de peine de mort. Oui, mais c'est encore pire, parce que quand vous êtes homosexuel, même si on vous a enterré il y a 2 ans, ben, s'ils le savent, ils viennent vous déterrer et vous jeter dans la rue. Vous n'avez pas droit au cimetière. Vous n'avez pas droit au cimetière musulman. C'est encore pire. C'est de la haute barbarie. Pour moi, c'est comme si on tuait la personne une deuxième fois. Est-ce qu'au niveau mondial, vous ne voyez pas quand même une amélioration? Même au niveau Cameroun, il y a une nette amélioration, parce qu'il n'y a pas très longtemps, les défenseurs des droits de l'homme, comme moi, on était à risque, et on l'est toujours, mais c'est un peu plus voilé, ça prend des formes un peu plus insidieuses, pernicieuses, mais c'est toujours là. Quand vous défendez les homosexuels, que vous le soyez ou pas vous-même, eh bien, vous subissez dans la société le même regard suspicieux, le même regard haineux. Moi, je me suis fait virer 2 fois de 2 églises protestantes. Vous subissez toujours des menaces? Bien sûr, je subis toujours les menaces. Sauf que maintenant, ils ont quand même compris que ces menaces ne me font pas peur et qu'il faudrait peut-être qu'ils changent de méthode, parce que je n'abandonnerai pas ce combat. C'est pour ça que je suis très très fière d'être ici aujourd'hui, où je vais pouvoir recevoir un prix par la 3e personnalité politique en matière des droits de l'homme, son Excellence l'ambassadeur François Croquette, ambassadeur des droits de l'homme à l'Assemblée. Pour moi, c'est un signal très fort. Et c'est la première fois que j'ai ce genre de relation dans mon combat avec la France. Et à côté, il y a la ville de Paris qui m'a choisi comme membre d'un jury, où c'est moi qui vais décerner un prix Paris des droits des LGBT. Je trouve que c'est une très bonne ouverture pour moi. Ça va être un bon bouclier aussi. Et il ne faut pas oublier que moi, j'ai fait attention et j'ai suivi le discours de Theresa May, qui représente le Commonwealth. Voilà, le pendant de la francophonie. Je suis très contente qu'au même moment à peu près, IDAO 2018, prix de la liberté, me soit décerné, mais aussi que la ville de Paris m'ait choisi comme... Et je pense que c'est une très bonne dynamique dans laquelle il faut s'engouffrer pour aller encore plus loin, pour aller vers la dépénalisation universelle de l'homosexualité. Il y a en ce moment un film, Rafiki, premier long métrage d'une réalisatrice kenyane là, qui est présentée au Festival de Cannes. Il a pourtant été interdit par les autorités de Nairobi parce qu'il enfreignait les lois sur l'homosexualité, contre l'homosexualité. Quelle est votre réaction? Comment est-ce qu'on peut faire changer les choses là-dessus? Moi, je ne pense pas que les pays qui sont membres du Commonwealth ou des Nations Unies puissent dire que les lois qui ont été votées par leurs différents parlements ont été violées par les lois, que l'homosexualité viole ces lois-là, parce que au-dessus des lois nationales, vous avez comme au Cameroun les lois internationales qui ont la primauté par rapport aux lois nationales. Ce sont ces pays-là qui violent les lois et qui violent leurs engagements vis-à-vis de la communauté internationale, leurs engagements internationaux, parce qu'on ne peut pas se dire membre du Commonwealth. Et Theresa May, le Premier ministre britannique, l'a rappelé, on ne peut pas être membre de ces pays-là dont c'est les valeurs d'égalité, les valeurs du respect de la vie privée des autres. Et venir dire que c'est l'homosexualité qui viole leurs petites lois internes. Je pense qu'il faut essayer de faire comprendre ça. Il faut se battre pour que ces pays-là soient des États de droit, c'est-à-dire des États qui respectent la totalité de leurs droits et dans leur hiérarchie. Alors, vos combats, ils ne s'arrêtent pas là. Vous militez aussi pour la place des femmes dans la société camerounaise, en particulier dans la politique. Il y a l'élection présidentielle qui approche à l'automne, enfin, non, au mois de novembre, pardon. Personne ne le sait, c'est le président de la République qui le sait, mais on pense que ce sera autour du mois d'octobre. Quelle est la place des femmes dans la politique camerounaise aujourd'hui? Elle est encore à
à chercher et à trouver. Mais les femmes commencent de plus en plus à s'engager non pas comme électrices, mais aussi comme des élus futurs. Et ça prend du temps parce que chez nous, on nous a appris que les exemples devaient venir d'en haut et le haut tarde à être l'exemple. Donc on attend. Mais le combat continue. Vous avez une série de femmes formidables qui se battent pour que les femmes prennent conscience du rôle primordial qu'ils jouent dans une démocratie, d'autant plus que le nombre est pour eux, parce qu'en démocratie, c'est la loi du nombre. Elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Il n'y a pas de raison qu'elles ne puissent pas avoir des postes politiques de pouvoir et de décision. Alice Nkom, il y a une question rituelle qui revient dans l'invité de France 24. Qu'est-ce qui vous porte, qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui l'envie d'espérer ? J'ai beaucoup d'indices au Cameroun qui me donnent envie d'espérer parce que déjà, les gens peuvent penser que, étant donné que l'article 347 bis, qui était dans l'ancien code, qui a été repris comme article 341, 47.1, exactement la même chose, c'est déjà une victoire, mais qui n'est pas apparente. C'est une victoire, pourquoi ? Parce que 347 bis, c'était un article qui avait été introduit dans la loi portant code pénal par le chef de l'exécutif, et qui a donc violé le principe de la séparation des pouvoirs. Et à qui on a pu dire pendant 15 ans que nous menons ce combat qu'il ne peut pas convaincre le monde de ce que le Cameroun soit un pays démocratique, puisque la démocratie, la garantie d'une démocratie, c'est la séparation des pouvoirs, et que l'article 347 bis démontre très clairement qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir au Cameroun. Le président est à la fois l'exécutif, mais il est aussi le législatif et il est aussi le judiciaire. C'est pour ça qu'il s'est empressé de faire repasser la loi sous la forme d'une loi, votée par le Parlement, mais où désormais on ne le voit plus derrière. On ne le voit plus comme quelqu'un qui viole la séparation des pouvoirs, mais elle est toujours là. Et donc, voilà les combats qu'on va mener. Et je compte personnellement, pendant cette année électorale, puisque vous en parlez et vous faites bien, je compte aborder Madame Biya, qui est ambassadrice de l'ONU-SIDA au Cameroun, pour qu'elle puisse nous permettre de nous voir d'abord, de discuter du problème, parce que justement les valeurs d'ONU-SIDA qu'elle défend vont à l'encontre de cette loi que son mari a fait voter en 2016. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la lutte contre le sida, qui est une lutte coalisée, c'est le monde entier qui aide le Cameroun à lutter contre ce fléau, eh bien, cette lutte-là ne pourra pas aboutir. Madame l'ambassadrice, Excellence Madame Biya, ça ne pourra pas aboutir si votre mari continue à instaurer une discrimination d'État. Le message est passé. Voilà, discrimination d'État. Le message est passé. Merci beaucoup. Voilà. Merci Alice Nkom d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup de m'avoir invité. Dans 3 heures à l'Assemblée, vous allez recevoir donc avec votre confrère tunisien Mounir Batoum le prix IDAO pour la liberté en cette journée de défense des droits des personnes homosexuelles. Très contente et merci beaucoup pour IDAO. Merci beaucoup d'être venu chez nous. Merci à vous de suivre Paris Direct. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.